Heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle émission. Bonjour chez vous, c'est votre rendez-vous quotidien avec l'actualité qui vous concerne. Nous sommes au plus près de vous avec nos partenaires de la presse quotidienne régionale, des télévisions locales et des Indes radios. Nous sommes donc ensemble pendant 1h30 et au menu du jour, la France a rendu hommage hier à ses 13 soldats morts au Mali en combattant des djihadistes. La liberté a souvent le goût du sang versé, a déclaré Emmanuel Macron lors de l'hommage aux Invalides. On en parle avec le président de la Commission des Affaires étrangères du Sénat, Christian Cambon, il est avec nous. Dans une demi-heure, l'invité politique, c'est Jean-Christophe Lagarde, député de Seine-Saint-Denis, président de l'UDI, interview en partenariat avec la presse quotidienne régionale, représentée ce matin par Patrice Moyon de Ouest France. Et puis toutes les semaines, vous le savez, nous nous rendons à votre rencontre dans un département. Cette semaine, nous sommes dans le Finistère pour voir comment vous appréhendez la réforme des retraites. Et enfin, le Club des Territoires, notre bande de journalistes qui débattent de l'actu. On parlera également de cette réforme des retraites à 2 jours de la grande mobilisation annoncée. L'opposition fourbit ses armes et l'exécutif joue gros. Mais avant cela, voici les autres informations de ce mardi 3 décembre. Le bilan des intempéries qui ont frappé dimanche le Var et les Alpes-Maritimes s'est alourdi. Il est désormais de 6 morts et une femme est toujours portée disparue dans le Var. Christiane Lambert à Matignon, ce matin, la présidente de la FNSEA, principal syndicat agricole, rencontre le Premier ministre. Rencontre annoncée suite à la mobilisation des agriculteurs jeudi dernier. Ils protestent contre le dénigrement dont ils sont victimes et dénoncent les traités de libre-échange. Et puis c'est la fin du monopole de la SNCF sur les lignes régionales. À partir d'aujourd'hui, les régions qui le souhaitent pourront mettre leurs trains régionaux en concurrence. Les régions Sud, Provence-Alpes-Côte d'Azur et Hauts-de-France devraient être les premières à sauter le pas. La mise en concurrence sera obligatoire à compter de décembre 2023, imposée par une directive européenne. On débute avec le sénateur du jour. Il est élu du Val-de-Marne, siège dans le groupe Les Républicains, préside la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées du Sénat. Bonjour Christian Cambon. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Vous présidez également la délégation parlementaire au renseignement. Hier, cérémonie d'hommage aux Invalides, aux 13 soldats tués au Mali en combattant des djihadistes. Avant de vous entendre, on va écouter Emmanuel Macron, le président de la République, qui présidait cet hommage aux Invalides. Il a remis la Légion d'honneur à titre posthume aux 13 soldats et il a prononcé l'éloge funèbre. On l'écoute. Au nom de la nation, je m'incline devant leur sacrifice. Je m'incline devant la douleur des familles, devant les parents qui pleurent un fils, les épouses, les compagnes qui perdent l'être aimé, devant les enfants que ce drame laisse orphelins, devant les enfants à naître dont cette guerre aura volé le père. J'assure du soutien du pays tout entier les frères d'armes de nos 13 morts. Certains sont parmi nous. Tous les autres poursuivent le combat au Sahel. Je redis à tous et à leur chef ma confiance. Christian Cambon, Emmanuel Macron a su trouver les mots justes. Il a fait un discours d'unité de la nation. Oui, je crois que les mots étaient justes. L'émotion était intense. Moi, je suis toujours aux Invalides lorsque reviennent nos soldats que nous avons perdus au Sahel. C'est un moment terrible, vous savez. Moi, je garderai de ce moment de recueillement ce cortège qui semblait interminable, des cercueils qui sortaient de Saint-Louis des Invalides. On avait l'impression, compte tenu de la lenteur du pas, que ce cortège ne finirait jamais. Et on voyait ces cercueils, c'est une image très très forte. L'autre image que je garde, bien sûr, c'est le lent cortège des familles, dans une dignité exemplaire. Les enfants, souvent très jeunes. Et on prend la mesure de ce qui s'est passé et du sacrifice de ces hommes. Car auparavant, on voit des images d'Afrique, on voit des images du Sahel. Là, on voit ces cercueils, on voit ces vies brisées, on voit et on pense à ces jeunes qui ont été au bout de leur combat, au bout de leurs valeurs. C'était un instant de compassion, de concorde nationale. Il y avait une foule immense, un recueillement. C'était très grave et vous comprenez qu'en plus, nous étions d'autant plus émus que
Notre ami Jean-Marie Bockel était là et on l'a accompagné par la pensée. Jean-Marie Bockel, dont le fils fait partie des 13 victimes. C'était un hommage ouvert au public, ce n'est pas toujours le cas, aux Invalides. Est-ce que c'était important de montrer ce rassemblement des Français derrière leur armée ? C'est important que les Français comprennent ce que nos armées font au Sahel. Beaucoup nous interrogent, à juste titre, mais pourquoi vous ne revenez pas? Pourquoi c'est la France qui porte tout cet effort? Moi, je dis que d'abord, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est notre sécurité qui se joue là-bas. Alors vous me direz, mais comment cela? Quand on regarde une carte, le Mali, c'est le front sud de tout le Maghreb. C'est la proximité de l'Algérie, du Maroc, de la Tunisie. Et on comprend bien que si s'était installé là-bas un État terroriste, eh bien, très vraisemblablement, c'est tout le Maghreb qui, comme un château de cartes, finirait par en subir les conséquences. Or, le Maghreb, là, pour le coup, c'est la frontière sud de la France. Vous le disiez, des questions se posent sur la présence des soldats français dans cette région. Emmanuel Macron dit qu'il faut mettre toutes les options stratégiques sur la table. Vous lui donnez raison, il faut se poser cette question? Alors, je pense qu'effectivement, le temps du questionnement va venir. Il fallait le temps du recueillement, il faut maintenant le temps du questionnement. Car c'est-à-dire que ce n'est pas opportun de poser ces questions comme l'a fait Jean-Luc Mélenchon? Non, ce n'était pas le bon timing? Je pense que c'était même un peu indécent. Il y a la douleur des familles, il y a les camarades qui portent aussi cette blessure. Et je pense qu'il y a un temps pour tout. Nous ne nous déroberons pas, singulièrement au Sénat, pour les réflexions nécessaires. Et hier soir, jusque tard dans la nuit, nous votions le budget de la Défense, on en parlera peut-être. Et avec la ministre Florence Parly, nous sommes convenus d'ores et déjà du principe de l'organisation d'un débat qui devrait venir du reste quasiment chaque année, car les OPEX... Un débat sur quoi? Sur l'engagement des troupes françaises? Sur l'engagement des troupes françaises, car actuellement, nous émettons un seul vote de prolongation de la mission au bout de 3 mois, et après, il n'y a plus rien. Il y a simplement les exercices budgétaires. Or, je pense que quand on envoie 4500 hommes dans les conditions terribles dans lesquelles on les envoie, moi j'y vais régulièrement et je peux le constater, quand on sait que cette opération coûte quand même 700 millions d'euros, je pense que le Parlement est en devoir de contrôler, pas pour mettre en cause l'engagement de nos soldats, ce serait quand même le comble, mais au moins pour voir si les stratégies sont bonnes, si nous sommes suffisamment aidés et si localement les autorités du Mali font elles aussi le nécessaire, puisque tout le monde comprend bien que ce sera une solution politique qui réglera le problème et non pas une solution militaire. Alors justement, la question se pose, par exemple, quid du G5 Sahel? C'est la force militaire qui réunit les pays de la région, la Mauritanie, le Burkina Faso, le Mali, le Niger, le Tchad. Est-ce que ce G5 Sahel est prêt, est opérationnel? Là aussi, il n'y a pas de miracle. Le G5 Sahel, c'est la solution qui est en train de se préparer pour le futur, pour qu'un jour, l'Afrique assure elle-même sa propre sécurité. Les Français, pas plus que d'autres Européens, n'ont vocation à rester en Afrique pour le reste des temps. On n'est pas revenu à l'époque d'un néocolonialisme où on fait le gendarme de l'Afrique. Et donc le G5 Sahel, c'est le rassemblement de pays qui sont de plus en plus touchés par le terrorisme et qui ont décidé, avec le soutien de la France, les formations nécessaires qu'il convient de leur donner, ils se sont réunis pour constituer cette force. Mais vous savez bien qu'il faut du temps pour ça. Est-ce que la France a constitué son armée, l'armée dont nous bénéficions aujourd'hui, en quelques années? Ça fait 3 ans que cette affaire a démarré. Il y a encore beaucoup à faire. Ce sont des hommes qui sont très courageux. Ils payent un prix terrible, notamment les forces maliennes, mais ils ne sont pas encore parfaitement opérationnel, et il y a quelques engagements financiers qui avaient été promis par un certain nombre de pays qui ne sont pas encore tenus. Donc je pense que là aussi, il faut véritablement mobiliser les moyens, aider à la formation et aider ces gouvernements à prendre la mesure du défi qui leur est lancé. Car un jour, il faudra que ce soit l'Afrique tout entière qui assure sa propre sécurité. Alors en attendant, on pourrait aussi parler de la force militaire de l'ONU, la MINUSMA. Est-ce que vous la jugez inefficace aujourd'hui ? Je ne la juge pas inefficace parce que son mandat est un mandat excessivement restreint. Et l'une des propositions que nous faisons, c'est effectivement de demander à l'ONU de revisiter ce mandat. Voilà environ 10 000 hommes qui sont là-bas stationnés, mais qui n'ont qu'un mandat de maintien de la paix. Or, pour le moins qu'on puisse dire, la paix n'est pas au rendez-vous pour l'instant. Donc il faut s'engager plus ?
il faut que, non seulement il faut qu'ils s'engagent plus, mais il faut peut-être que leur mandat leur permette d'être un tout petit peu plus actifs et opérationnels, parce que sinon, ils sont concentrés dans leur camp, ils payent du reste un prix très cher, parce que lorsqu'ils sortent de là, ils ont des matériels anciens, ils sont pas au meilleur niveau, et ça coûte quand même $1 milliard chaque année, dont 900 millions, c'est-à-dire 90%, sert à leur propre sécurité. On pourrait, je crois, utiliser ces forces qui sont déjà implantées sur place, très souvent du reste à proximité de nos campements à nous, pour faire en sorte de multiplier en quelque sorte les moyens d'intervention pour lutter contre le terrorisme. Si on vous suit bien aujourd'hui, dans cette région, personne n'est en capacité de remplacer les troupes françaises. Personne, bien évidemment, parce que même s'il convient de saluer l'initiative de la ministre des Armées de faire appel à des forces spéciales en Europe, d'abord, il n'y a pas beaucoup de pays qui ont des forces spéciales. Deuxièmement, se battre au Mali, c'est pas se battre à une frontière européenne. C'est un travail qui se fait dans des conditions terribles. C'est une guerre qu'on appelle asymétrique. C'est une guerre où le danger est sous vos pieds, il est derrière, il est devant. Nous avons des blessés en nombre conséquent qui explosent sur des mines artisanales, ce qui fait des dégâts effroyables. Donc si vous voulez, c'est un savoir-faire, j'allais dire, que seuls les Français et les Anglais qui ont l'habitude aussi de se projeter sur ce genre de territoire peuvent assumer. Allez, on va parler du budget, vous le disiez, le budget qui continue à être examiné ministère par ministère. On en parle avec Alexandre Poussard. Bonjour Alex. Bonjour Oriane, bonjour Christian Corbon. Alors le Sénat a examiné hier le budget de la Défense, on va en parler dans quelques instants, mais le Sénat hier n'y est pas allé de main morte avec les fonctionnaires dont il examinait également le budget. Oui, Oriane, les sénateurs ont frappé fort dans le budget de la fonction publique et ils se sont attaqués à un symbole, les arrêts maladie des fonctionnaires. Alors actuellement, quand un fonctionnaire pose un arrêt maladie, il a un jour de carence durant lequel il n'est pas payé. Et les sénateurs ont désormais instauré 3 jours de carence. Objectif, faire des économies. Et puis un argument qu'on connaît par cœur et qui ne plaît pas beaucoup à la gauche du Sénat, aligner la fonction publique sur le secteur privé. Écoutez la réaction un peu mécontente du sénateur communiste Pascal Savoldelli. Les fonctionnaires, ils se mettent en maladie après avoir consulté un médecin. Ça, c'est la première chose, c'est mieux de le dire. Et c'est un médecin qui juge de leur état de santé, monsieur le rapporteur général. Ce n'est pas le politique, ce n'est pas le législateur qui s'occupe de ça. La deuxième chose, je ne peux pas vous laisser dire qu'il faudra un alignement avec le privé. En plus, c'est un milieu que vous connaissez bien, monsieur le rapporteur général. Parce que vous savez très bien, monsieur le rapporteur général, que dans le privé, 2/3 des salariés sont couverts pour les jours de carence. Et vous savez très bien pourquoi, monsieur le rapporteur général? Parce qu'il y a des conventions collectives, parce qu'il y a des accords d'entreprise. Donc ne dites pas on va aligner, on va mettre une sorte d'égalité entre les uns et les autres. Alors pour faire des économies à l'État, les sénateurs ont mis les fonctionnaires à la diète. Regardez, avec une hausse du temps de travail à 37,5 heures par semaine, un gel des primo-recrutements, c'est-à-dire pas de nouvel entrant dans la fonction publique, et puis un coup de frein sur les hausses automatiques de salaire dues à l'ancienneté. Alors le sénateur Les Républicains Jérôme Bascher, à l'origine de ces mesures, l'assume. Il fallait mettre un coup de serpe dans le budget des fonctionnaires. Écoutez-le. Je veux bien que nos amendements soient peut-être un petit peu à la serpe, mais quand on ne fait rien sur la fonction publique, on ne fait rien, pas une coupe, pas 47 emplois, a dit toujours tout à l'heure Vincent Delahaye, 47, donc c'est pas raisonnable. Donc quand on veut faire des économies, quand on veut s'attaquer à la dépense publique, il faut bien à un moment mettre du symbole, et on est dans le symbole, on n'en est pas ailleurs évidemment, mais quand on ne fait rien, que les choses relèvent du réglementaire et que rien n'est fait dans le réglementaire, que tout doit être fait dans la négociation et que rien n'est fait dans la négociation, alors on est obligé d'être un peu à la serpe. Oui, des mesures symboliques à la serpe, mais qui ne seront pas conservées par l'Assemblée nationale, qui a le dernier mot. Et Alex, en revanche, les sénateurs et les députés, eh bien, ils sont à l'unisson sur le budget des armées. Et oui, le Sénat a adopté hier, sans toucher une virgule, le budget de la Défense pour 2020, proposé par le gouvernement. Un budget de la Défense en hausse, avec une enveloppe qui augmente de 20%, soit plus 10,9 milliards d'euros. 300 créations de postes, notamment dans la cyberdéfense et le renseignement. Et puis 200 millions d'euros supplémentaires, notamment pour financer les opérations extérieures. Hasard du calendrier, ce budget des armées a été adopté le jour de l'hommage national pour les 13 soldats français morts au Mali. Merci beaucoup Alex, à tout à l'heure. Christian Combon, il n'y avait rien à dire sur ce budget de la Défense, le gouvernement fait ce qu'il faut.
Il y avait des choses à dire et nous les avons dit, mais nous avons constaté, j'en suis fier puisque j'ai l'honneur de présider cette commission, nous avons constaté que le gouvernement tient les engagements de la loi de programmation militaire. Vous savez tout le travail que nous avions fait, ce travail de rehaussement du niveau de nos armées qui avait été éreinté pendant 20 ans. Or, on voit bien le monde dans lequel on vit. Les dangers sortent de partout et il est absolument nécessaire que la sécurité des Français soit assurée, pas simplement sur le territoire national, mais bien au-delà. Là, avec 1,7 milliard supplémentaires, nous atteignons un budget de 37,5 milliards, 37,5 milliards, c'est-à-dire que nous sommes à 1,85%, nous tendons vers les 2% du PNB. Et donc, c'est l'objectif de la loi de programmation C'était l'objectif. Alors maintenant, nous avons pointé quelques petits détails techniques qui seraient un peu longs d'exposer, notamment justement le financement des OPEX, des opérations extérieures, qui normalement doit faire l'objet d'un financement interministériel. Nous avons quelques différends, non pas avec la ministre des Armées qui se défend avec vraiment beaucoup de pugnacité, mais parfois vis-à-vis de Bercy qui tente de reprendre de la main gauche ce qu'ils ont donné de la main droite. Et donc le Sénat est très vigilant, c'est mon engagement personnel et celui de nos rapporteurs et de toute la Commission. On va parler du sommet de l'OTAN, puisqu'il s'ouvre aujourd'hui à Londres. Est-ce qu'il faut s'attendre à un sommet tendu, notamment entre Emmanuel Macron et Donald Trump ? Je pense que ce sommet, je souhaite que ce sommet soit un sommet d'explication. Car les sommets qui se rassemblent pour ne rien dire ou pour se congratuler, franchement, les temps ne s'y prêtent pas. Il y a au sein de l'OTAN, je dirige cette année la délégation parlementaire de l'OTAN. Donc je vois de mes yeux et j'entends lorsque nous siégeons avec nos collègues de l'OTAN, je vois bien les problèmes qui se posent. Je prends l'exemple de la Turquie. Voilà un partenaire très important que nous respectons, avec lequel la France a des liens traditionnels, économiques, politiques, etc. Mais depuis un certain nombre d'années, sous la pression de M. Erdogan, des décisions très contestables ont pu être prises. J'en cite rapidement quelques-unes. Il s'approvisionne en matériel de sécurité chez les Russes, ce qui pour l'OTAN n'est pas franchement idéal. Ils se sont installés dans les eaux territoriales de Chypre, ce qui est plus que discourtois et ce qui est même une atteinte aux droits fondamentaux du droit de la mer. Et on a eu cette expédition dans le nord de la Syrie sans qu'aucune concertation n'ait eu lieu avec quiconque, et notamment pas avec les Français, qui pourtant participent à la coalition contre Daesh. Mais c'est encore un partenaire, un allié, la Turquie, aujourd'hui ? Ça ne peut pas être autrement. Ils sont membres de l'OTAN. Ou alors, il faut qu'ils le disent eux-mêmes et qu'on en tire les conséquences. Est-ce qu'il faut les exclure ? C'est ce que nous disait François-Xavier Bellamy hier sur ce plateau, qu'il faut exclure la Turquie de l'OTAN. Je ne pense pas qu'il faille... Personnellement, ce n'est pas mon analyse. Je pense que jusqu'au bout, il faut... Car ce n'est pas les Turcs qui sont un problème, c'est le gouvernement turc actuel. Or, vous avez vu du reste que la contestation à l'intérieur de la Turquie commence à monter et on n'est pas tout à fait sûr que cette orientation demeurera. Mais je pense en tous les cas qu'il faut dire clairement aux Turcs, au gouvernement turc, ce que nous pensons. L'OTAN, c'est une alliance. Il faut peut-être redéfinir, et là j'approuve tout à fait les orientations du président de la République, il faut redéfinir ce qui nous rassemble. Ce n'est pas une alliance porte ouverte où chacun fait ce qu'il veut. C'est une alliance qui est très importante, qui est le pilier de notre sécurité. Et donc, je crois qu'il faut que les chefs d'État puissent vérifier entre eux si on est tous d'accord. Et Emmanuel Macron a eu raison de dire que l'OTAN était en état de mort cérébrale ? Oui, c'est une formule à la Emmanuel Macron, si j'ose dire, exprès pour faire réagir. Et la preuve, c'est que ça a fait réagir et de toutes parts, on a entendu des réactions. Mais moi, personnellement, ça ne me choque pas que les gouvernants disent un petit peu les choses. Et puis, vis-à-vis aussi de nos amis américains, il y a quelques petites mises au point à faire parce que l'allié américain est un allié fidèle, historique. Mais de temps à autre, il faut quand même se dire des choses pour être entendu, car nous ne sommes pas... Il est toujours aussi fidèle, l'allié américain, justement ? Oui, mais il est, à mon sens, très profondément et pour longtemps, dans une démarche qui vise à recentrer ses intérêts sur le territoire des États-Unis et donc à quitter, en quelque sorte, les différents fronts. Ils sont partis en Afghanistan, on voit ce que ça a donné. Ils ont lâché nos amis kurdes dans des conditions qui ne sont pas franchement grandioses et ils n'ont plus vraiment besoin de protéger les ressources pétrolifères du Moyen-Orient parce qu'ils ont eux-mêmes une sorte d'autonomie en matière énergétique. Et donc, je crois qu'il faut
qu'on se reparle et qu'on discute et pas simplement que l'on suive au quotidien les tweets du président, parce que ça, pour une politique extérieure commune, c'est assez compliqué. Allez, comme tous les jours, Christian Cambon, on va se rendre dans une rédaction locale désormais. Aujourd'hui, direction Avignon. Retrouvez nos partenaires de Vaucluse Matin. Bonjour Jean-Xavier Pierry, vous êtes journaliste au Dauphiné Libéré, et à Vaucluse Matin, nous allons parler avec vous des intempéries. Les intempéries qui ont de nouveau frappé le sud-est de la France ce week-end, une semaine après le précédent épisode méditerranéen. Un bilan humain dramatique qui monte à 6 morts dans le Var. Le Vaucluse n'a pas été touché en perte humaine en tout cas, mais quel a été le secteur le plus touché dans votre département ? Oui, bonjour. Le secteur le plus touché, c'était Pertuis, une ville à l'extrême sud du département. Là-bas, l'Aise a débordé sous l'effet de nouvelles pluies torrentielles. Cette crue a entraîné des conséquences désastreuses pour les habitants qui vivent à proximité. À un endroit, par exemple, l'eau est passée en dessous de la route, ce qui a entraîné le soulèvement du goudron et fait céder un muret qui faisait office de digue. La route s'est effondrée en plusieurs endroits, des arbres ont été arrachés, un pylône électrique en béton armé, des voitures emportées. Alors par chance, aucune victime humaine n'est à déplorer, mais plusieurs maisons aussi ont été inondées et 3 membres d'une famille ont dû être nettoyés. Enfin, pour l'heure est aujourd'hui au nettoyage, ça va prendre longtemps car les dégâts sont importants. Alors vous le disiez, pas de victimes humaines dans votre département, mais des centaines d'animaux qui ont péri noyés. Oui, nous sommes allés voir également une jeune éleveuse, effectivement, Amandine Bonneau, qui a repris la bergerie de ses parents il y a tout juste 1 an. Et devant la montée des eaux, elle a dû, comme toute sa famille, être évacuée dimanche en fin de journée, en laissant ses brebis et ses agneaux dans l'étable. Et lundi matin, le pire était arrivé, l'eau était montée environ 1 mètre. Et ce sont près de 1700 agneaux qui avaient tout juste 1 mois qui sont morts noyés. Une centaine de brebis a également été retrouvées noyées. Et c'est vrai que pour eux, le coup était dur. Et bon, ils heureusement pu compter sur le soutien d'amis, de la famille, de voisins, pour sortir les bêtes rescapées et commencer la longue remise en état des lieux. C'est la ville de Pertuis qui est à la une de Vaucluse Matin aujourd'hui. Est-ce qu'il y a d'autres communes qui ont été touchées dans votre département ? Oui, dans le secteur de Cavaillon, c'est le Calavon-Coulon, un autre cours d'eau aussi qui est sorti de son lit. Alors là aussi provoquant quelques inondations. On est inquiet, fatigué. On va vendre la maison, même à perte. Tant pis, il faut qu'on parte, nous disait un couple qui habite la même maison depuis 46 ans et connaît dans ce secteur-là des inondations à répétition. Et comme à Pertuis, une demande de placement en état de catastrophe naturelle a été ou va être demandée par la commune. On parle aussi d'une famille de l'Isle-sur-Sorgue dont la maison elle est inondée depuis le précédent épisode pluvieux il y a une dizaine de jours maintenant. Et le réseau d'eau usée est saturé et la dame peut toujours pas rentrer chez elle si ce n'est en mettant des bottes et malgré ses demandes auprès de la préfecture, de la mairie ou de Suez. La situation s'est toujours pas améliorée. La seule réponse qu'on lui apporte, c'est d'aller voir son assurance, mais ça ne permet pas de faire vite bouger les choses dont elle a besoin. Merci beaucoup, merci Jean-Xavier Pierry d'avoir été avec nous ce matin depuis Avignon. On va revoir la une de votre journal de Vaucluse Matin. Inondation à Pertuis, après la peur, le constat des dégâts. C'est à la une de Vaucluse Matin aujourd'hui. Merci d'avoir été avec nous. On va parler des inondations, Christian Cambon, puisque c'est aussi dans votre revue de presse, la revue de presse du Val-de-Marne, et c'est avec Alex Foussard. Et Alex, on commence avec Le Parisien. Et oui, Le Parisien qui fait sa une sur Emmanuel Macron en première ligne, notamment aujourd'hui pour le sommet de l'OTAN et pour les 70 ans de l'Alliance Atlantique. Le président français va faire une rencontre sous tension avec le président américain Donald Trump et le président turc Erdogan, notamment au sujet de la politique syrienne des États-Unis et de la Turquie, qui est très critiquée par la France. Un sommet sous tension et une semaine cruciale pour Emmanuel Macron avec la grande grève contre la réforme des retraites ce jeudi et puis la manifestation des Gilets jaunes également très attendue ce samedi.
Et on enchaîne avec l'actu Val-de-Marne, Alex. Et oui, justement, on parle des inondations et on se demande comment les communes du Val-de-Marne font face aux risques inondations. Eh bien, certaines achètent tout simplement les maisons en zone inondable. C'est ce que fait la ville de Villeneuve-Saint-Georges qui rachète les maisons en zone inondable au bord de la rivière Lierre pour réaménager les rives de cette rivière et puis éviter, lutter contre les crues. C'est une solution intéressante qui fait écho notamment aux intempéries qui ont frappé lourdement les départements du Var et des Alpes-Maritimes. Et on va peut-être vous faire réagir, Christian Cambon, avant d'enchaîner sur ces inondations. C'est vrai qu'on parle beaucoup du sud-est, touché 2 week-ends consécutifs par de terribles intempéries, mais le Val-de-Marne aussi est concerné par ces inondations. Oui. Tout d'abord, un mot de solidarité vis-à-vis de ces populations. D'abord parce que le Var, c'est un département que je connais bien et quand on voit les images, elles sont absolument effroyables. En plus, je crois que, comme votre ami journaliste l'a dit, c'est le phénomène de répétition. C'est-à-dire on a l'impression que on revient systématiquement. On a à peine refait sa maison, c'est à peine réinstallé que les choses recommencent. Alors moi, je suis interpellé par cette affaire parce que le Val-de-Marne et d'une manière générale l'Île-de-France sont menacés eux aussi par des crues. Nous avons connu la crue centenale de 1910 qui a laissé dans l'imaginaire, enfin on n'était pas nés, mais enfin elle a laissé dans l'imaginaire des souvenirs extraordinaires. Moi dans ma mairie de Saint-Maurice, j'ai été maire pendant 28 ans, il y avait encore dans mon bureau une ligne qui montrait jusqu'où l'eau était arrivée. J'en aurais eu jusqu'au cou. Donc on sait très bien que ce genre de catastrophe peut arriver. Ça n'arrive pas comme ça peut arriver dans le Var. Là, on verrait l'eau de la Seine, de la Marne et de l'Oise monter sans s'arrêter. Alors, bien évidemment, ça pose des questions. Des villes comme Villeneuve-Saint-Georges, vous l'avez dit, Alfortville serait noyée sous les eaux si on avait cette crue centenale. Donc, je pense que ça interpelle les pouvoirs publics. Il y a des projets, notamment un nouveau barrage qui devrait être réalisé dans l'Aube et qui ne l'a jamais été. Or, un barrage, c'est près d'1 mètre d'inondation en moins. Donc, il faut quand même le savoir. Pour vous, il doit être réalisé. Oui, à mon sens, il faudra un jour le réaliser parce que l'urbanisation que l'on n'a pas pu maîtriser tout au long de ces années, fait qu'il y a moins de sols susceptibles d'accueillir et d'absorber les eaux pluviales. Et donc, bien évidemment, c'est sur les fleuves que les problèmes se posent. Vous parliez de l'Yerre. L'Yerre peut effectivement monter dans un temps extrêmement court. Et je pense que c'est un travail que la métropole, la région Île-de-France font déjà et sur lequel il convient de réfléchir parce qu'en Île-de-France, les dégâts seraient absolument considérables. Comment on fait alors pour prévenir ces inondations ? Déjà, il faut que les maires respectent maintenant, et je pense qu'ils le font bien évidemment, le plan de prévention des risques d'inondation, le PPRI, et il faut que nos riverains acceptent parfois qu'un permis de construire soit refusé, ou bien qu'on oblige par exemple à faire des logements au premier étage et mettre le garage au rez-de-chaussée, parce qu'il y a un risque évident. Et puis, il y a ces grands investissements pour combattre encore une fois ces dégradations du climat d'une manière générale, et il faut que l'urbanisme en région parisienne, un petit peu aussi comme dans ces régions, prennent en compte les forces de la nature. On veut parfois que la nature soit asservie, mais c'est souvent elle qui, malheureusement, impose en quelque sorte son cadre. Et je crois qu'il faut être préventif, avoir un comportement très préventif vis-à-vis de ça, car les dégâts personnels et humains sont vraiment énormes. Allez, on va terminer avec la dernière information du Val-de-Marne. Alex, c'est avec 94 citoyens. Et oui, le site d'information du Val-de-Marne, 94 citoyens, suit activement la mobilisation en faveur d'un référendum sur la privatisation d'Aéroports de Paris. Alors vous le savez, il faut récolter 4,7 millions de signatures pour espérer organiser un référendum sur ce sujet. Et pour accélérer la campagne, le département du Val-de-Marne a lancé un camion sur les routes qui doit récolter les signatures auprès des habitants. Et pour l'instant, ce truck ADP a récolté 700 signatures. Merci beaucoup, Alex. On a vu vos collègues, sénateurs communistes, sénateurs socialistes, saisir la Commission nationale du débat public. Vous trouvez qu'il y a un défaut d'information sur ce référendum d'initiative partagée pour la privatisation d'Aéroports de Paris ? Oui, je pense qu'on pourrait expliquer plus. Ce n'est pas un dossier aussi facile qu'on l'imagine. Le pour et le contre. Moi, personnellement, ce qui m'importe, c'est que les obligations, puisque le Val-de-Marne, évidemment, accueille l'aéroport d'Orly, que l'aéroport d'Orly est soumis à une réglementation très stricte, 260 000 mouvements et chaque jour, pas plus, ainsi des créneaux horaires de 6h à 23h. Je pense qu'il est absolument nécessaire
que nous gardions, quel que soit le destin et le sort de cet aéroport, des conditions qui permettent de sauvegarder la vie des riverains. Parce que quelle est votre position, vous, sur la privatisation de l'aéroport ? Moi, j'ai douté pendant un temps, je le dis sincèrement, parce que je ne voyais pas exactement les enjeux. Et maintenant, je suis effectivement pour ce référendum, parce que la meilleure manière d'avoir la vision des populations, c'est de leur demander leur avis. Il se trouve que le camion est du reste est à Saint-Maurice aujourd'hui, d'après ce que je crois savoir, dans ma commune. Donc c'est intéressant de voir comment les gens vont réagir. Mais au-delà de ce référendum, quel que soit encore une fois le sort des aéroports, je crois que la dimension publique de ces installations est compréhensible par tout le monde. Il y a des règles qu'il convient de respecter. Et moi, je veux surtout être vigilant à l'avenir de l'aéroport d'Orly pour que les populations à la fois l'accueillent, car c'est un équipement qui nous est très utile, mais n'en supportent pas les conséquences dans leur vie quotidienne. Vous êtes pour le référendum. Est-ce qu'il faut le déclencher à partir d'1 million de signatures, ce référendum? C'est ce que demande une partie de la gauche. À l'heure actuelle, il en faut 4,7. Oui, écoutez, pour l'instant, c'est 4,7. Je pense qu'il faut faire attention et ne pas trop jouer avec ces effets de seuil, parce que si vous commencez à déclencher des référendums sur tout un tas de sujets à 1 million de voix, vous allez d'abord passer votre vie à en faire, et deuxièmement, vous allez avoir des réponses surprenantes. Vous avez toujours 1 million de gens qui sont d'un avis contraire à ce que le gouvernement tente parfois de faire. Donc je pense qu'il faut laisser des seuils élevés, mais une forte mobilisation et surtout des explications. Il faut qu'on explique véritablement les enjeux. Pourquoi brusquement l'État se met à proposer des joyaux nationaux à la vente? On vient de voir du reste que la Française des Jeux a remporté un vif succès. C'est quand même moins stratégique qu'un aéroport, hein. Mais je pense qu'il faut expliquer toujours et dialoguer. Un dernier mot, un dernier thème, c'est cette réforme des retraites, grande mobilisation attendue. Jeudi, est-ce que vous jugez qu'il y a trop de flou, trop d'ambiguïté de la part du gouvernement? Je dirais, même constat, même sanction. Là encore, on ne dit pas suffisamment, et on n'a pas dit suffisamment au cours de ces 2 années, la vérité aux Français. Vous savez, il y a 3 paramètres. Ici, on les connaît bien, ces 3 paramètres. Ou bien vous diminuez le niveau des pensions, je pense franchement que ce n'est pas le sentiment général, ou bien vous augmentez les cotisations, ou bien vous acceptez de travailler un tout petit peu plus, parce que c'est un fait qui touche la France, et c'est heureux, et l'Europe, c'est qu'on vit plus longtemps. Au sortir de la guerre, 2 salariés pour un retraité, on va maintenant juste à l'inverse. Donc un enfant de 8 ans peut comprendre qu'à un moment, il y a un effet de ciseau. Voilà. Alors maintenant, c'est évidemment les conditions. Je pense que sur les régimes spéciaux, il y a un vrai sujet. Et moi, les principes me vont bien. Maintenant, il faut regarder comment les choses se mettent en place, quand elles se mettent en place, quels sont les perdants, quels sont les gagnants. Je pense qu'il serait injuste de venir puiser dans les régimes qui ont fait des efforts au profit de ceux qui en profitent peut-être un peu trop. Eh bien, on suivra tout ça, on aura l'occasion d'en reparler. Merci Christian Cambon d'avoir été avec nous ce matin. Dans 2 minutes, c'est l'invité politique. Aujourd'hui, c'est Jean-Christophe Lagarde, le président de l'UDI. Il est avec nous. Avant de l'entendre, on va regarder un extrait d'Audition publique, l'émission politique des chaînes parlementaires. Hier soir, Francis Letellier recevait le ministre de l'Agriculture, Didier Guillaume. Et le ministre a protesté contre le dénigrement dont les agriculteurs sont victimes. On l'écoute. Moi, je discute tous les jours, j'allais dire, avec les agriculteurs. Il y a 2 sujets. Le premier sujet, il est aujourd'hui très important, au moins aussi important que tous les autres. C'est ce qu'on appelle l'agribashing, le dénigrement permanent. Aujourd'hui, on ne peut pas continuer à accepter par un certain nombre de nos concitoyens, pas par tous, une infime minorité, mais sans cesse de critiquer les agriculteurs, dire que ce sont des pollueurs, dire que ce sont des empoisonneurs. Ce n'est pas vrai quand on sait que notre agriculture est une des plus durables du monde et quand on sait que l'alimentation qui est issue de cette agriculture, elle est saine, elle est sûre, elle est durable, elle est tracée. Et donc moi je veux sans cesse être le bouclier. J'aime l'agriculture. Non, mais c'est très important. Oui, mais je vais vous dire, non mais c'est très important. Parce que, à force de contribuer à cela, on contribue à faire en sorte que demain, il n'y ait plus d'alimentation et d'agriculture française. Les citoyens, des citoyens. Quand vous dites les auteurs de l'agribashing, c'est qui? Ce sont des citoyens, ce sont des associations, ce sont certaines ONG qui passent leur temps à cibler l'agriculture française. Ce sont des citoyens. Et sur le deuxième sujet... L214, par exemple, ça en fait partie? Non, L214 fait partie des lanceurs d'alerte. Donc les lanceurs d'alerte, c'est bien notre démocratie.
Mais moi, ce que je condamne fermement, c'est quand on rentre dans un outil de travail, comme ça s'est passé dans le département de la Drôme, quand on brûle des bâtiments. Ça, c'est inacceptable. Le deuxième sujet, effectivement, c'est le revenu des agriculteurs. Oui. Il y avait de très grandes attentes envers le gouvernement après les États généraux de l'alimentation, la loi agriculture et alimentation qui avait promis aux agriculteurs d'être justement rémunérés. Est-ce que vous reconnaissez l'échec du gouvernement sur ce point et qu'est-ce que vous allez changer? Non, je ne reconnais pas du tout l'échec du gouvernement parce que ce que vous dites, je reconnaîtrai les... Mais ils sont encore dans la rue et ils disent toujours qu'ils n'ont pas assez. Ils sont encore dans la rue, ils sont restés un jour dans la rue. Le thème principal, c'était halte à l'agribashing et donnez-nous du revenu. Nous y travaillons dans la loi Egalim. Dans cette loi, l'objectif, c'était que la répartition de la valeur se fasse le mieux possible. Ce n'est pas acceptable aujourd'hui qu'un agriculteur vende un produit moins cher que ce que ça lui coûte. Mais la loi est bonne, il ne faut pas changer la loi. Pour l'instant, la loi est une loi équilibrée qui permettra, espérons-le, dans les négociations commerciales. Vous savez, ça dure 3 mois par an, les négociations commerciales. C'est du 1er décembre au 28 février. Et c'est là où 450 000 agriculteurs passent devant 17 000 entreprises agroalimentaires, mais surtout 4 centrales d'achat. Et ce sont ces 4 centrales d'achat qui règnent en maître sur le... Et des conséquences sur l'ensemble du... Ça, c'est un vrai problème. Notre invité politique ce matin, c'est Jean-Christophe Lagarde. Bonjour. Bonjour. Député de Seine-Saint-Denis, président de l'UDI. On est ensemble pendant 20 minutes pour une interview en partenariat avec la presse quotidienne régionale représentée par Patrice Moyon de Ouest France. Bonjour Patrice. Bonjour Oriane. On va commencer, Jean-Christophe Lagarde, avec cet hommage. La France qui a rendu hommage hier à ces 13 soldats morts au Mali en combattant les djihadistes. Hommage dans la cour des Invalides, éloge funèbre prononcé par Emmanuel Macron. Est-ce que le président de la République a su trouver les mots justes? Oui, c'était un moment très, très émouvant, très poignant et particulièrement de voir arriver puis partir un à un ces 13 soldats français tombés là-bas. Ça, comment dirais-je, ça humanise un peu des informations dont on entend parler d'une guerre qui est lointaine et pourtant qui est si proche de nous. Elle est lointaine géographiquement, mais elle est très proche de nous d'abord parce que des milliers de jeunes Français vont à tour de rôle combattre là-bas les barbares islamistes qui cherchent en réalité à créer un sanctuaire d'où nous attaquer, depuis lequel nous attaquer. Ces familles, j'étais juste à côté d'un certain nombre d'entre elles, qui sont meurtries au nom de la France, pour nous permettre de vivre en sécurité. On se souvient évidemment des attentats de novembre 2015. C'est ce qui a permis ces attentats. C'est qu'en Syrie et en Irak, il y avait un sanctuaire, l'État ou le proto-État de Daesh, qui a permis de construire ces attaques. C'est ce qu'on essaye de faire, d'empêcher au Mali, notamment, et dans le Sahel. Mais il ne faut pas qu'on le fasse seul. C'est-à-dire que cette sécurité qu'on assure, les Français, ça leur coûte cher, dans le porte-monnaie, mais on paye aussi le prix du sang. Et on est bien les seuls à le faire, alors que ça sécurise l'ensemble de l'Union européenne. Il serait temps que les Européens se mobilisent un peu. Alors, est-ce qu'il faudrait qu'effectivement l'Union européenne se mobilise? Bien sûr. La France est trop seule dans ce conflit? Bien sûr qu'elle est trop seule. Ce n'est pas de la faute de la France. Emmanuel Macron, d'ailleurs, dit aux autres partenaires européens, quand il y a des attentats chez vous, vous venez regretter ces attentats. Il faut les prévenir, notamment dans le Sahel. Puis il y a une deuxième chose, c'est qu'il faut que les responsables politiques maliens fassent leur boulot. Le vrai problème que nous avons au Mali aujourd'hui n'est pas militaire. Le professionnalisme, le courage, la bravoure des militaires français parvient à contenir les terroristes. Mais l'esprit, comment dirais-je, de complicité dans la population malienne progresse. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'État malien dans des zones entières du Mali, notamment dans le centre du Mali. Donc c'est un problème politique. Où il n'y a plus d'école, il n'y a plus de justice, etc. Et où les djihadistes remplacent l'État. Et donc il y a un problème politique. Il y a eu un débat que je trouve assez indécent sur on doit rester, on doit partir. Si on part, c'est un État islamiste. Qui est destiné à Mélenchon, du coup, c'est lui qui met ce débat sur la table. Si on part, c'est un État islamiste qui s'installe et qui se prépare à nous attaquer. Mais il faut aussi que l'État malien fasse son boulot, qu'il retrouve, entre guillemets, une gestion, une proximité, des services aux citoyens qui leur permet de ne pas avoir besoin des islamistes. Le sommet de l'OTAN débute aujourd'hui à Londres. Il a lieu aujourd'hui et demain. C'est un sommet qui s'annonce tendu notamment entre Emmanuel Macron et Donald Trump. Parce que Donald Trump, les États-Unis, sont encore un allié fiable, un allié solide aujourd'hui. Oui, c'est un allié, mais Emmanuel Macron a eu raison de dire que l'OTAN est en état de mort cérébrale. Je vais à Washington pendant 3-4 jours la semaine prochaine au Conseil parlementaire de l'OTAN. Cette assemblée parlementaire, elle doit aussi constater que les objectifs de l'OTAN ne sont plus définis et que la politique américaine vise en réalité à, non pas abandonner, mais à réduire fortement son engagement au sein de l'OTAN, tout en espérant
que nous allons renforcer notre effort, ce qui est légitime, mais en continuant à tout diriger sans tenir compte des impératifs qui sont ceux, notamment des Européens. Alors, je comprends le président américain, il défend les Américains. Ce que je ne comprends pas, et j'ai essayé de le dire il y a quelques mois, c'est pourquoi les Européens ne se défendent pas eux-mêmes. À force de vouloir compter sur les autres, nous devenons dépendants, et M. Trump veut nous dicter à la fois le niveau d'effort que nous devons fixer et nous donner les ordres. Si nous fixons le niveau si nous relevons le niveau d'effort, il faut aussi nous prendre mieux en charge nous-mêmes. Compter sur eux-mêmes, ça veut dire plutôt miser sur une défense européenne, comme le fait Emmanuel Macron, et non sur l'OTAN, comme semble vouloir le faire Ursula von der Leyen, la nouvelle présidente de la Commission. Mais les deux ne sont pas incompatibles. Aujourd'hui, et depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, nous vivons sous le parapluie américain. En réalité, on fait très peu d'efforts pour notre défense. Les Américains nous protégeaient contre l'Union soviétique. Aujourd'hui, vous avez en Europe deux craintes dont il faut tenir compte. D'abord, l'Est de l'Europe, qui est traumatisé par ce qui s'est passé, évidemment, sous la présence et l'occupation de l'Union soviétique, mais qui voit la Russie redevenir pressante sur ses frontières. Et bien sûr que l'OTAN doit conserver ce rôle de protection des pays baltes, de la Roumanie et d'autres. Et puis, il y a une deuxième chose, c'est qu'on a vu que quand les choses ont tourné au drame, ont viré au drame en Syrie et en Irak, pas très loin de nous, les flots de réfugiés que nous avons reçus, ils sont allés jusqu'au Danemark. Le Danemark, qui pouvait se croire très loin de ce qui se passait en Afrique, au Moyen-Orient, ils sont très proches. Et donc, il y a aussi à sécuriser cette frontière sud. Ce sont les deux missions que l'OTAN doit assumer. Mais ce n'est pas depuis les États-Unis que ceci doit se diriger. Qu'ils y contribuent, qu'ils y participent, qu'ils soient des alliés fiables, c'est une chose. Mais que nous fassions notre part d'effort, ça revient à ce que je disais tout à l'heure au Mali. Il n'y a pas d'Américains au Mali. Ils nous donnent quelques moyens techniques, d'observation. Il n'y a pas d'Américains au Mali. Seulement, il n'y a que des Français ou presque que des Français. Il faudrait qu'il y ait d'autres personnes, d'autres nations qui se mobilisent aussi pour assumer cette frontière sud. On va parler de la réforme des retraites maintenant, Patrice. Oui, alors la réforme des retraites, évidemment, tout le monde a les yeux braqués sur le 5 décembre. Mais quand même, sur la question de la méthode, est-ce que vous trouvez que le gouvernement a eu les bons mots? Est-ce qu'il a eu la bonne méthode pour conduire cette réforme des retraites? Ça, c'est l'histoire qui le dira et le résultat dans quelques semaines. Mais moi, ce que je trouve d'abord, ce que j'observe d'abord, c'est qu'il y a une mobilisation qui s'annonce importante le 5 décembre. On regarde beaucoup le 5 décembre, alors qu'en réalité, c'est dans les jours qui suivent, dans les 15 jours, 3 semaines qui suivent. C'est une grève reconductible. Ce n'est pas une manifestation ponctuelle. C'est là que ça va se jouer. Et ce qui est curieux dans cette mobilisation, c'est qu'elle est très forte, assez générale manifestement, alors même qu'on n'a pas de texte, qu'on n'a pas de projet. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui disent retirer une réforme qui n'est pas encore en réalité écrite. Et donc, à mon avis, on peut préciser et on doit sans doute améliorer un certain nombre d'axes. Qu'est-ce que c'est améliorer, justement? Alors, qu'est-ce que c'est la réforme des retraites d'abord? Le système de retraite par points, j'entends beaucoup de mensonges, pour ne pas dire de loufoqueries sur le sujet. C'est un système qui permet de mettre tout le monde au même niveau, à la même égalité, une heure travaillée, un nombre de points donné. Mais, disons les choses comme elles sont, ce système, il existe déjà. J'entendais des gens de la CGT dire, vous vous rendez compte, ça va être le sommet de l'inégalité par rapport à aujourd'hui, etc. Pas du tout. Les retraites complémentaires, elles fonctionnent par points. C'est pas un sommet, le mécanisme du point n'est pas un mécanisme d'inégalité, voire même il peut renforcer l'égalité pour mieux tenir compte de la spécificité des carrières des femmes, pour mieux tenir compte de la pénibilité. Donc il faut se mettre autour de la table pour discuter de ça. Le gouvernement a commencé. Simplement, les choses sont tellement imprécises à ce jour que finalement, ça alimente tous les fantasmes. Et que chacun y va de sa peur, de sa crainte, qui se coagule petit à petit, alors même que le détail des réformes de la réforme n'est pas connu. Comment vous l'expliquez, vous, cette imprécision? Est-ce que c'est volontaire, c'est entretenu de la part du gouvernement ou pas? Ou il ne sait pas. Je ne pense pas que ce soit un flou volontaire. Ils ont voulu discuter d'un certain nombre de choses. Voilà. Il y a deux choses dans cette réforme. Il y a la retraite par points. Elle permet plus d'adaptabilité, elle permet plus de lisibilité, parce que chacun sait où il en est dans sa carrière, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Vous n'êtes pas capable de savoir quelle est la retraite présumée que vous toucherez dans quelques années. Et elle permet de tenir compte, je le disais tout à l'heure, de la pénibilité, ce qu'aujourd'hui on ne fait pas. Ou plus exactement, de tenir compte des périodes dans votre vie où vous avez eu des métiers difficiles. Les carrières, elles sont plus linéaires. Vous ne faites pas le même travail pendant 40 ou 50 ans. Donc, la réalité, c'est que vous pouvez commencer dans un métier pas trop pénible, puis avoir une période de votre vie avec un métier très pénible, puis avoir une autre période. On peut mieux tenir compte de votre vraie carrière professionnelle. Donc, ce système-là, il est intéressant. Et il ne faut pas du tout le confondre avec un autre problème, qui est le problème de l'équilibre des régimes de retraite. La réforme par points, la retraite par points, elle ne change rien à l'équilibre des retraites. Il y aura un débat, et il y a une nécessité d'avoir un débat sur l'équilibre des retraites. Mais sur la réforme par points, elle présente des avantages. Après, que les régimes spéciaux entrent dans cette réforme me paraît normal.
c'est l'égalité des Français devant les retraites. En revanche, le rythme auquel ils doivent y rentrer, et ça s'est toujours produit d'ailleurs, est-ce que quelqu'un qui est à 5 ans de la retraite ou à 10 ans de la retraite, vous changez tout de suite pour lui? Peut-être pas. Et c'est de ça dont il faudrait discuter. C'est une suppression progressive des régimes spéciaux à laquelle vous appelez. Je pense qu'en réalité, les régimes spéciaux n'ont plus la légitimité. Pourquoi? Parce que c'est le régime du statut et pas de la fonction du métier que vous exercez. Quand vous êtes chauffeur de bus à la RATP ou chauffeur de bus à Lyon, à Bordeaux ou à Marseille, vous faites le même métier, la même pénibilité. Il n'y a pas de raison que votre statut vous donne quelque chose de différent. Et quand vous vendez des tickets, des billets au guichet, vous êtes dans la même pénibilité que quelqu'un qui vend des billets à l'entrée d'un cinéma. Donc, c'est le métier. Travailler de nuit sur les rails, par exemple, travailler dans le métro avec les problèmes de pollution que ça pose. C'est ça dont il faut tenir compte. Et donc, il y a une progressivité à assumer, peut-être même par métier, par entreprise. Donc oui à une réforme par points, oui à condition qu'on prenne en compte la pénibilité, mais à un moment ou à un autre, il faudra bien regarder effectivement la durée de cotisation. Alors d'abord, la retraite par points, nous y sommes favorables depuis 20 ans. On ne va pas dire c'est nous qui la portions. On ne va pas dire non. Deuxièmement, c'est pas oui à condition de la pénibilité, c'est l'outil de la pénibilité. C'est le moyen de reconnaître la pénibilité. Vous êtes conducteur de bus pendant 15 ans et puis vous faites autre chose. Pendant 15 ans, vous allez avoir plus de points parce que c'est un métier plus pénible. Vous travaillez de nuit, vous êtes sur des emplois qui utilisent des produits chimiques. Pendant ces périodes-là, on va bonifier. Alors qu'aujourd'hui, vous pouvez être dans des produits chimiques et puis vous n'avez pas de bonus, et puis vous pouvez être dans un emploi qui n'est pas trop pénible et puis avoir aujourd'hui un statut qui vous dit à tel âge vous vous arrêtez. Deuxième point, bien sûr que ça n'a rien à voir avec l'équilibre des retraites. Et nous avons regretté dès avant 2017 qu'on ne parle pas du problème du déficit. Le Conseil d'orientation des retraites vient de montrer que nous allons avoir à partir de 2025 un déficit d'environ 11 milliards d'euros par an. Sur 10 ans, 110 milliards. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ces 110 milliards, si nous ne faisons rien, nous acceptons que ce soit nos enfants qui payent, au moment où ils en auront besoin pour eux, les retraites que nous n'aurons pas eu le courage de payer. Moi, j'ai fait une proposition simple, c'est que, comme il n'y a que 3 critères, il n'y a que 3 leviers pour pouvoir équilibrer les retraites, vous cotisez plus, ça n'est pas possible, les Français ne peuvent pas payer plus. Vous baissez les pensions, elles sont déjà si faibles pour un certain nombre de nos anciens. Ou vous travaillez plus, et d'habitude, on a un débat qui est travailler plus à la fin de votre vie. Et le Conseil d'orientation des retraites dit qu'il faudrait passer de 62 à 64 ans. Moi, je dis, écoutez, je préférerais qu'on travaille plus maintenant pour partir plus tôt, pour partir à 62 ans encore, sinon ce ne sera plus possible, et donc faire 37 heures dans la semaine plutôt que 35 pour partir à 62 ans. Quand je compare à ce que mes grands-parents ont fait, 65 ans avec une espérance de vie moindre que la nôtre, à 40 heures par semaine, je pense que 62 ans à 37 heures par semaine, ça équilibre les retraites, c'est responsable vis-à-vis de nos enfants, et ça permettrait de lever ce sujet. Ça fait un quart d'heure par jour quand même. Donc pour vous, toucher à la durée légale hebdomadaire. Un mot sur ce qu'a dit Jean-Paul Delevoye, c'était la semaine dernière à Créteil. Il a dit la démographie européenne et son vieillissement fait que si on veut garder le même nombre d'actifs dans la machine économique, il va falloir 50 millions de populations étrangères, entre guillemets, pour équilibrer la population active en Europe en 2050. Est-ce que c'est une erreur de mêler immigration et retraite ? Oui, d'abord, je pense que ça n'a rien à voir. Et deuxièmement, je pense qu'il y a une deuxième erreur dans ce que dit Jean-Paul Delevoye, c'est que la révolution numérique et robotique qui est devant nous, qui vont se conjuguer, va sans doute faire disparaître un grand nombre de métiers, où l'homme ne sera pas suffisamment efficace, performant, et où sera remplacé par l'intelligence artificielle associée à la robotisation. Et ça, sur les 10, 15, 20 ans qui viennent, sans doute plus vite d'ailleurs qu'on ne s'y attend. Les révolutions technologiques, quand elles partent, elles accélèrent très vite. Donc je pense que ces projections-là ne tiennent pas compte des révolutions technologiques absolues que nous sommes en train de vivre, qui vont changer notre façon de nous déplacer, notre façon de produire, notre façon d'habiter. Et là, je pense qu'il y a un vide de la pensée française, de la pensée politique française sur ces sujets-là. On se braque souvent sur le sujet du moment. On ne regarde pas qu'en réalité, dans 15 ans, notre société n'aura plus rien à voir. On n'habitera pas, on ne se déplacera pas et on ne produira pas de la même façon. Ça, c'est quelque chose que nous n'anticiperons pas. Allez, on va passer à un autre sujet, c'est la fraude. La Cour des comptes qui a publié hier un rapport sur la fraude au prélèvement obligatoire. La Cour des comptes considère que l'action de la France est insuffisante contre les fraudeurs fiscaux. Qu'en pensez-vous ? Je pense qu'elle a raison. D'abord, il n'y a pas d'impulsion politique suffisante et notamment interministérielle. Deuxièmement, il y a une nécessité absolue, mais ça c'est très compliqué en France, de simplifier notre fiscalité. Pourquoi c'est très compliqué ? Parce que dès que vous bougez quelque chose, vous avez toujours un groupe qui se met à hurler, qui veut sa spécificité. N'empêche que cette complexité
pour satisfaire des spécificités, elle aboutit à une fraude relativement importante. La Cour des comptes estime, je ne sais pas comment, à 15 milliards d'euros sur la fraude sur la TVA. Vous vous rendez compte que c'est 2 fois le budget du ministère de la Justice. Sauf que... Donc si on simplifie la fiscalité pour tous, à ce moment-là, vous avez plus de facilité de contrôle et vous avez plus d'argent qui rentre dans les caisses, donc moins d'impôts à payer pour tous. Alors, sauf qu'on voit bien qu'il y a les chiffres sont très incertains. La Cour des comptes elle-même parle d'un biais de détection. Donc, simplifier, est-ce que ça sera suffisant pour... Est-ce qu'il ne faut pas de nouveaux instruments pour lutter contre la fraude fiscale ? Ce n'est pas suffisant, mais c'est indispensable. Vous pouvez mettre tous les instruments que vous voulez. Si vous avez une machine complexe, si en réalité vous nourrissez des cabinets d'avocats spécialisés en droit fiscal, qui savent mieux finalement que les conseillers, les hommes en noir de Bercy, ce qui est modifié par telle ou telle loi, telle ou telle exception qu'on fournit, la réalité c'est que vous aurez toujours des gens qui passent à travers les mailles du filet. Simplifier, c'est la première pierre. Ensuite, c'est mobiliser. Et c'est prendre exemple sur ce qui se fait à l'étranger. Ce qui est très choquant dans ce que dit la Cour des comptes, c'est que le résultat de la lutte contre la fraude est en baisse. Alors que la fraude, elle est nécessairement en hausse. Alors Gérald Darmanin, lui, se réjouit. Il dit lutter contre la fraude fiscale a permis de récolter 1,6 milliard d'euros supplémentaires cette année. Oui, très bien, mais la réalité, c'est que la Cour des comptes montre qu'on a 1,5 milliard, je crois, de moins de rentrées dans la lutte contre la fraude fiscale que les années précédentes. Donc ça veut dire que cette fraude, elle s'organise, qu'elle utilise la complexité de notre système fiscal. Et là, il y a besoin... De notre point de vue, il y a besoin d'une remise à plat complète du système fiscal français, qui est à la fois trop complexe, inefficace et souvent inéquitable. Cette remise à plat, elle n'est pas en chantier aujourd'hui par le gouvernement. Je pense qu'elle sera nécessaire. Elle serait la première arme de la lutte contre la fraude fiscale. En attendant, c'est la mobilisation politique, la mobilisation interministérielle et de nouveaux moyens, notamment des exemples pris à l'étranger. Mais il ne faut pas faire rêver les Français, ça ne se fait pas en un jour. Il faut 2-3 ans pour arriver à devenir réellement efficace sur le sujet. Alors, vous souhaitez à partir du moment où il y aura une impulsion politique. Vous souhaitez créer une commission d'enquête sur la fraude sociale. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi ? Et Bien quel sûr. sera le but ? Bien sûr. Le Premier ministre a nommé 2 parlementaires en mission, dont notre amie Nathalie Goulet, sénatrice, sur l'évaluation et la caractérisation de la fraude sociale. Ce qui est absolument invraisemblable, c'est que cette mission, demandée par le Premier ministre, conduite par 2 parlementaires, a été avortée, puisqu'elles ont fini par conclure que leur mission était perçue dans l'administration comme inopportune, un comble, inopportune, et qu'elles n'avaient pas les moyens de les mener. Pourquoi ? Parce qu'un certain nombre de fonctionnaires ont refusé de répondre aux questions des parlementaires. C'est-à-dire que c'est de la rébellion pure et simple. Moi, je dis une chose très simple. Ils ont répondu 2 choses. Ils ont répondu parfois qu'ils ne voulaient pas répondre et parfois qu'ils ne savaient pas répondre. Alors, il y a 2 solutions. Soit ils ne veulent pas répondre, c'est de la rébellion, de l'insubordination, ce n'est pas acceptable. Soit ils ne savent pas répondre et c'est de l'incompétence parce que ça veut dire qu'ils ne savent pas ce qu'ils font de notre argent. Dans les 2 cas de figure, la commission d'enquête que nous allons créer à l'Assemblée nationale va permettre de les obliger à répondre sous serment, publiquement, devant une commission d'enquête. Pourquoi on a 5 millions de cartes ? Imagine-t-on, pense-t-on, évalue-t-on 5 millions de cartes vitales qui se baladent dans la nature dont on ne sait pas si elles sont utilisées ou pas et combien elles coûtent aux Français. Pourquoi est-ce qu'on a un nombre de centenaires dans nos fichiers qui ne correspond pas à la réalité vivante ? Qui sont les fraudeurs ? Et Nathalie Goulet le disait très bien, ce n'est pas une fraude de pauvre, ce n'est pas la fraude de la grivellerie de celui qui prend un médicament de trop. Non, c'est une fraude organisée manifestement. Alors il faut aller au fond des choses et pas mettre la poussière sous le tapis comme l'administration semble vouloir le faire. Elle verra le jour quand, cette commission d'enquête ? Elle verra le jour en janvier, le temps des procédures de contrôle à l'Assemblée nationale. Elle est déposée aujourd'hui sur le bureau de l'Assemblée nationale et ses conclusions seront rendues fin juin. Et il nous reste peu de temps malheureusement, Jean-Christophe Lagarde, mais un mot sur les municipales. Valérie Pécresse qui va proposer une loi pour rendre inéligibles les candidats radicalisés islamistes aux municipales. Est-ce que vous la soutiendrez ? Je n'aime pas ce débat, je vais vous expliquer pourquoi. Il y a eu l'histoire des listes communautaires. Bon, et si vous voulez faire une interdiction des listes communautaires, il faut d'abord définir les communautés. Alors c'est quoi ? Une communauté portugaise est interdite de faire une liste portugaise aux élections municipales ? Bah oui, parce qu'on regarde uniquement les islamismes. Enfin bon. Et les personnes radicalisées, on les caractérise comment ? Toutes celles qui sont sur un fichier R ou sur le fichier des personnes radicalisées ? C'est un fichier de renseignement. Donc si vous faites d'un fichier de renseignement un délit pénal, vous créez un grave problème. Moi je pense qu'au lieu de, pour plaire à la population, au lieu de dire on va interdire ci, on va interdire ça, la question n'est pas de les interdire, mais de les combattre et de les battre aux élections. Vous avez par exemple à Garges-les-Gonesse une liste communautaire qui pourrait emporter les élections municipales. Face à elle, un rassemblement derrière Benoît Jiménez, candidat UDI, mais
avec le soutien de La République En Marche, de François Pupponi, ancien député socialiste, des Républicains, etc., pour comment on vit ensemble. La question, c'est pas d'interdire, la question, c'est de battre et combattre. Donc ça veut dire que ça pour vous, pas d'interdiction, ça doit se jouer dans les urnes. Je pense que ce n'est pas opérationnel. Je ne vois pas comment vous définissez la radicalisation de quelqu'un. Qui va en décider? Un juge? Mais vous connaissez les délais pour les élections? Quel juge va pouvoir décider à partir de quel renseignement que telle personne est radicalisée et donc qu'elle est inéligible? Soit elle est condamnée parce qu'elle a commis un délit, elle est déjà inéligible, mais vous ne pouvez pas déclarer a priori inéligible. C'est pareil pour la proposition de M. Retailleau sur les listes communautaires. Alors, la communauté homosexuelle, c'est une communauté, la communauté catholique, c'est une communauté, la communauté juive, c'est une communauté, la communauté portugaise, italienne, etc. Mais ça veut dire qu'en droit, dans ces cas-là, vous créez le droit de la communauté. C'est une folie. Dernière question, Patrice Moyen. Oui, un dernier mot quand même. Vous soutenez Benjamin Griveaux à Paris. Est-ce que vous redevenez un satellite de la majorité? On a du mal à suivre. Redevenir. Vous avez du mal à suivre les gens libres. Parce que vous aimez bien les blocs. Voilà, il y a les satellites, comme vous dites. Non, nous on est libres. Il se trouve qu'à Paris, Benjamin Griveaux est la seule alternative possible, crédible et qui a une chance de gagner face à Madame Hidalgo. Que nous pensons. Excusez-moi, c'est son principal challenger. Le reste est plutôt un peu à la marge. Et il se trouve que nous pensons, nous, qu'il y a besoin d'un changement à Paris et dans la métropole du Grand Paris, c'est-à-dire pas seulement pour Paris. On voit bien d'ailleurs dans Paris à la fois la saleté, la circulation qui ne s'arrange pas, la mixité sociale qui se dégrade, l'insécurité qui avance. Benjamin Griveaux avance un certain nombre de solutions avec les élus UDI de Paris, dont Éric Azière, notre président de groupe au Conseil de Paris. Et si les Parisiens veulent faire un choix qui leur permette enfin un changement, Benjamin Griveaux est le seul possible. Tout le reste, ça sert en réalité la réélection de Madame Hidalgo. Quand un maire n'est pas souhaité par 75% de la population, c'est ce que disent les sondages, le mieux c'est quand même de trouver une alternance plutôt que de la subir par la division. Merci beaucoup Jean-Christophe Lagarde, merci d'avoir été avec nous ce matin. Demain à votre place ce sera Laurent Hénard, maire de Nancy, président du mouvement radical. Merci Patrice, merci Jean-Christophe Lagarde. Merci. On passe tout de suite au Club des Territoires. La Mutuelle Nationale Territoriale, la mutuelle des agents des services publics locaux, vous présente le Club des Territoires. Engie, acteur engagé dans la transition zéro carbone des régions, vous présente le Club des Territoires. La presse quotidienne régionale et les télévisions locales vous présentent le Club des Territoires. Le Club des Territoires en partenariat avec la presse quotidienne régionale, les télévisions locales et les ondes des radios. Aujourd'hui avec la bande, nous parlerons de l'hommage national rendu hier aux 13 soldats français tués au Mali, hommage aux invalides. Et puis on parlera également de la réforme des retraites à 2 jours d'une mobilisation qui s'annonce suivie. Et la réforme des retraites justement, c'est le thème de nos reportages en région cette semaine. Nous sommes dans le Finistère pour voir ce que vous attendez de cette réforme des retraites. Aujourd'hui, direction Brest pour un portrait croisée de 2 femmes. L'une a 85 ans, elle est veuve et sa pension de réversion est sa seule source de revenus. L'autre est agent territorial à 3 ans de la retraite. 2 profils différents mais un point commun. Elle s'inquiète de la réforme à venir, elle s'inquiète pour leur retraite. Béatrice Finzan et Alizé Boissin sont allées à leur rencontre. Nous sommes dans les faubourgs de Brest, dans un petit parc où Cathy vient faire sa pause. Cathy est animatrice dans les écoles de la ville. Ça fait 26 ans qu'elle travaille et aujourd'hui, elle est inquiète. Bonjour Cathy. Alors, vous, la retraite, c'est quand ? Ma retraite, ça sera en 2022, le jour de mon anniversaire, le 24 décembre. Et alors, c'est un cadeau ou pas ? Un cadeau, oui, mais je pense que j'aurai une petite retraite. Je me suis donc renseignée par rapport à ce que je vais toucher pour ma retraite. Et quand je suis partie, j'avais les larmes aux yeux. Parce que travaillant depuis mes 18 ans jusqu'à mes 62, je trouve que j'aurai une petite retraite et je vais avoir du mal à vivre. Et donc, pour comprendre très concrètement, aujourd'hui, vous gagnez combien? Et demain, quand vous serez à la retraite, vous gagnerez combien? Je gagne 1400 net. Et en retraite, je pense que j'aurai dans les 1100. 1100, et ça, pour vivre chaque mois, vous n'avez aucune autre source de revenus. Vous êtes toute seule, donc c'est quelque chose qui vous angoisse beaucoup. Oui, je suis seule et je me dis finalement...
pourquoi j'ai travaillé autant d'années pour arriver en retraite et survivre et non pas vivre. Comment vous allez faire? Je pense que je vais être obligée de travailler 2 ans de plus. Et ça ne sera pas 62, ça sera 64. Merci beaucoup Cathy pour votre témoignage et à jeudi alors. Jeudi 5 décembre, venez nombreux. Au revoir. Nous allons chez Marie-Claire, elle a 85 ans et mère de famille et grand-mère. Elle a 12 petits-enfants et elle aussi se pose beaucoup de questions sur sa retraite. Quelle est votre inquiétude principale aujourd'hui par rapport à cette réforme des retraites? Parce qu'on a parlé des pensions de réversion et que j'espère quand même qu'on va pas y toucher parce que ça me ferait arriver à des sommes assez dérisoires. Au total, vous avez combien pour vivre par mois? 1577,74. D'accord. Voilà. Donc si ça disparaît demain, c'est quand même assez problématique. Ah oui, si je n'ai que ma pension à moi de la sécurité sociale, 200 et un petit peu de l'autre, ça me fait 350 euros par mois. Voilà. Aujourd'hui, c'est pas pour ma retraite que je m'inquiète vraiment, c'est plus pour la sienne. On peut pas dire que ce soit quelqu'un qui n'a pas travaillé dans sa vie. Elle a travaillé professionnellement pendant 5 ans, c'est ça. Mais par contre, elle a élevé ses enfants pendant toute sa vie et c'est un travail. Marie-Claire a travaillé toute sa vie, a élevé ses 4 enfants. Aujourd'hui, elle est veuve et sans la pension de réversion de son mari, elle ne pourrait pas s'en sortir. En 2019, en France, 38% des femmes vivent avec moins de 1 000 euros bruts de pension par mois. Voilà pour ce reportage de Béatrice Finzan, Alizé Boissin. La suite demain. Bonjour messieurs, bonjour Nathalie Morel. Bonjour madame. On va parler évidemment de cette réforme des retraites. On va commencer par ce reportage, Yves Tréhard, qu'on vient de voir. C'est l'illustration de l'inquiétude que génère cette réforme des retraites, ce reportage. Je dirais qu'il y a 2 formes d'inquiétude. Il y a l'inquiétude effectivement qui est pour des gens qui ont des petites retraites, et c'est notamment le cas de femmes qui ont des carrières qui sont hachées, des carrières qui sont pour certaines incomplètes aussi. Et des carrières moins payées. Et des carrières qui sont moins payées, j'allais y venir. Et donc ce qui fait que les femmes, effectivement, dans leur majorité, ont des retraites qui sont beaucoup moins, je dirais, stables et confortables que celles des hommes. Ça, c'est la première chose. Et puis, vous avez un deuxième cas de figure qui est complètement différent. C'est celui de gens qui ont des retraites qui relèvent de régimes particuliers, autonomes ou spéciaux, et qui n'ont absolument pas envie de perdre certains avantages qui sont liés à ces régimes-là. Ce sont des avantages qui sont des avantages légaux, qui ont été acquis, qui ont été accordés, notamment après la guerre, mais qui aujourd'hui apparaissent tout à fait superfétatoires, je dirais, ou déplacés par rapport à l'évolution des métiers, de la modernité. Et donc ce sont 2 plaintes différentes. Je dirais autant la plainte des premières, des femmes, paraît justifiée et il est urgent de faire quelque chose, autant la plainte des seconds, il faudrait peut-être regarder d'un peu plus près. C'est ces seconds-là qui seront beaucoup dans la rue quand même de jeudi, et ceux-là, je dirais qu'il faut vraiment qu'ils se résignent et qu'ils se décident à vouloir changer de siècle et à changer l'époque, parce que ça peut plus malheureusement continuer comme ça, c'est pas possible. Et c'est malheureusement eux qui font le plus de bruit. Nathalie Morel. Moi, je crois aussi que ce qui s'exprime à travers votre reportage, vous avez raison, Oriane, c'est l'inquiétude. Mais pourquoi il y a une inquiétude? Il y a une inquiétude parce que le gouvernement s'y est très très mal pris pour expliquer ce qu'est cette réforme. Ça fait quoi? Depuis le mois de septembre qu'on en parle de cette réforme de la retraite, personne ne sait ce qu'il y a dedans. On a commencé par avoir le rapport de Levoy, et à l'issue du rapport de Levoy qui proposait un âge pivot, le président de la République a dit pas d'âge pivot. Ensuite, on a dit on va reconcerter. Donc au bout de 18 mois de travail, Jean-Paul Delevoye, qui est devenu entre-temps haut commissaire aux retraites, est reparti sur le terrain pour reconcerter. Il y a une journée d'action qui a été décidée pour après-demain, jeudi 5 décembre, mais on nous dit de toute façon rien n'est calé et les syndicats sont encore en train d'être reçus avant le 5 décembre. Honnêtement, une chatte n'y retrouverait pas ses petits. Donc forcément, sur un sujet aussi emblématique et qui a traditionnellement mis tout le monde dans la rue, il est effectivement obligatoire que les gens s'inquiètent. Parce qu'on part d'un régime universel
à un régime à points. Et la question qu'on entend, mais 350 fois par jour, et que nous disent nos lecteurs sur toutes les forums qu'on a, c'est le point, il sera à combien ? Voilà, oui, c'est ça qui s'inquiète. C'est un peu ce qu'on entend dans le reportage, hein, quand cette dame dit bah, voilà, moi j'ai fait mes calculs, ça m'a donné les larmes aux yeux. Est-ce que ça va être ça le plus compliqué à gérer finalement pour le gouvernement, quand les gens vont sortir la calculette et se rendre compte réellement de ce qu'implique cette réforme des retraites pour eux ? Bah oui, déjà, je suis d'accord avec Nathalie, c'est le grand flou. Cette réforme des retraites, elle n'est même pas encore terminée. Et quand il y a un flou ? Ça fait quand c'est qu'il y a un loup. Mais ça fait 3 mois, 4 mois qu'on en entend parler. On ne sait pas exactement ce qu'il y a dedans. Ce qu'on retient, c'est qu'il y a eu un rapport de Levoix, qu'il y a eu des tensions avec le Premier ministre, tout ça dans un espèce d'imbroglio très difficile, en plus l'économie à expliquer. On sait qu'en plus en France on n'est pas très doué en économie, donc il faut que ce soit simple. Et là rien n'est simple et rien n'est facile. Donc effectivement l'inquiétude, c'est qu'on ne sait pas où on va. Donc ça ne peut que créer des colères et des frustrations. Il y a eu un exemple en Suède où ils ont adopté la réforme par points. Le problème, c'est que quand l'économie va mal et qu'il y a des difficultés dans le pays, eh bien la valeur du point baisse. Alors évidemment, ça fait baisser les retraites. Toute la question, et le gouvernement n'est pas capable d'y répondre actuellement, et on l'a vu d'ailleurs avec Didier Guillaume hier, le ministre de l'Agriculture, sur votre antenne, c'est que qui va fixer la valeur du point ? Et toute la question, c'est une grosse question, une grosse interrogation, il n'y a pas de réponse. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est un peu compliqué parce que vous avez un gouvernement, encore hier, il y a une indiscrétion dans le journal Challenge qui dit que finalement, le caractère financier de la retraite n'est pas prioritaire. Ce qui voudrait dire à ce moment-là qu'on s'attache les services de M. Berger, on abandonne le volet H pivot et retarder le fait de retarder l'âge de départ à la retraite, c'est quand même assez étonnant de voir que jusqu'au dernier moment, ça patauge et ça va, ça vient. En plus avec M. Delevoye qui nous parle d'immigration maintenant. Demain, je sais pas, ils vont peut-être s'occuper du Ballon d'Or. En fait, durant sa campagne électorale, Emmanuel Macron n'a cessé de dire en 2017 le système de retraite est injuste, c'est vrai, et on va faire en sorte qu'il devienne juste. Tout le monde a applaudi. Et là, on voit, alors qu'on y est, on est à 10 jours de la présentation des textes, on sent, tout le monde sent en tous les cas, je ne préjuge pas du tout de ce que ça va être, mais comme quoi ça peut être encore plus injuste. Donc forcément, avec ça, comment s'étonner de ce qu'il y a des milliers de personnes qui vont être dans la rue partout en France jeudi. On va continuer à parler de cette réforme des retraites, mais d'abord on va faire un petit détour par une rédaction locale. On va aller à Reims, retrouver nos partenaires de l'Union Lardonnais. Bonjour Carole Bouillet, vous êtes rédactrice en chef déléguée de l'Union Lardonnais et en une aujourd'hui un dossier consacré à cette grève du 5 décembre, grève contre la réforme des retraites, un dossier pour aider vos lecteurs. Oui, bonjour. Alors c'est vrai que dans les transports, les écoles, les cantines, le ramassage scolaire, l'accès aux urgences, aux administrations, on sait que la grève de la réforme des retraites s'annonce très suivie dans tous les secteurs et elle pourrait durer. Donc ce matin, notre journal régional l'Union Lardonnais a choisi d'aborder le sujet de façon très concrète, de passer au crible de toutes les questions que nos lecteurs se posent pour anticiper cette grève dans leur quotidien. Donc nous leur apportons à chaque fois des solutions, des alternatives, parfois aussi des trucs et des astuces pour vivre au mieux ce jeudi qui s'annonce noir. Vous disiez, il y a des trucs, des astuces. Comment concrètement vous aidez vos lecteurs à faire face à ce mouvement ? Alors la grève s'annonce massive, il n'est évidemment pas question pour nous de les laisser tomber au milieu de cette pagaille. Notre souci, ça va être d'être un journal présent, utile, à leur côté. Donc quand on est parent, quand on est usager, quand on prend sa voiture pour aller travailler, on se pose beaucoup de questions évidemment pour ce jeudi et surtout on cherche des solutions. Et le maître mot, ce sera l'anticipation. Donc on guide nos lecteurs vraiment dans un point par point avec des cas précis pour répondre aux questions. Il s'agit aussi de faire un point sur la situation. C'est vrai que la situation, même si l'appel à la grève est d'ordre national, les situations au niveau local ne seront pas les mêmes partout. On n'attend pas de blocage sur les routes, par exemple, même si on s'attend évidemment à un trafic routier très, très perturbé ou en tout cas chargé. De la même manière,
Le dépôt de carburant qui se trouve dans la Marne à Vatry, pour l'instant, n'est pas la cible d'action, il n'est pas visé. Donc voilà, on conseille vraiment à nos lecteurs, à nos internautes et mobinautes d'éviter de se ruer sur les pompes à essence et de créer des pénuries par anticipation. Et pareil, au niveau de la SNCF, on sait que la grève est reconductible, mais au niveau du Grand Est, les postes d'aiguilleurs ne seront pas tenus jeudi. Mais ils ne sont pas tenus non plus jusqu'à la fin de la semaine et probablement jusqu'à dimanche. Donc on conseille fortement à nos lecteurs de se rabattre sur d'autres solutions, le covoiturage, la location de voitures, les cars Macron. Vous avez trouvé les cars Macron et vous avez trouvé de précieux alliés, Internet et smartphones. Hein. Oui, parce qu'en 95, alors tout le monde a en tête la grève de 95 et la pagaille qui allait avec, on n'avait pas nos précieux smartphones dans le creux de nos mains avec leurs plateformes collaboratives, leurs applications qui nous guident dans les bouchons ou qui nous aident à trouver une nounou en dernière minute. Donc c'est évidemment sur ces supports numériques que nos lecteurs pourront s'informer en continu, en direct, recevoir nos notifications et nos alertes pour connaître la situation. Donc on les accompagnera en amont, dès maintenant, avec des conseils et tout au long de ce mouvement. Merci beaucoup Carole Bouillet d'avoir été avec nous. On va voir vos deux unes. La une de l'Union, nos conseils pour faire face à la grève, on en parlait. Et puis la une de l'Ardennais, tout autre sujet. Charleville-Mézières, grosse saisie chez les dealers. C'est à la une de l'Ardennais. Cette réforme des retraites, Yves Traire, est-ce que c'est aussi une bataille de l'opinion qui se joue jeudi? C'est d'abord une bataille de l'opinion pour le moment. Bon, évidemment, il y a le fond, mais la bataille de l'opinion, elle est très claire. C'est que on peut même se demander si les pouvoirs publics n'ont pas cherché la tension maximale, justement pour que l'opinion se retourne contre ceux qui vont faire grève et qui vont manifester. C'est un peu ce qui s'est passé d'une certaine façon, fort de ce qui s'est passé avec les Gilets jaunes, même si ça a duré très longtemps. On s'aperçoit que finalement, les Gilets jaunes, qui étaient très populaires au début, l'ont été un peu moins après, et les élections européennes ont montré que le pouvoir en place, finalement, a résisté à cette vague-là. Donc, il est sûr qu'il y a un phénomène qui est conjugué, c'est les vacances de fin d'année qui vont arriver, qui vont sans doute ralentir, si jamais la grève est dure et forte, qui vont sans doute ralentir le mouvement, et puis, effectivement, qui vont inciter les Français à se retourner contre les grévistes si jamais elles venaient à perturber leurs vacances, leurs déplacements, leurs achats. Donc, il y a une bataille de l'opinion qui est évidemment lancée. Oui, je suis tout à fait d'accord avec vous, Yves. Je mettrais juste un bémol. Si la grève continue, c'est-à-dire si dans 10 jours, on est encore dans la même situation de blocage, effectivement, les gens seront très en colère, mais peut-être qu'au lieu de se retourner contre le gouvernement, ça peut être le contraire. Voilà, contre les grévistes, ils peuvent se retourner contre le gouvernement en disant bah alors, et vous faites quoi? Donc voilà, c'est effectivement, on est actuellement, en tous les cas, dans cette bataille d'opinion, vous avez raison, et que je trouve totalement assumée des deux côtés, à la fois du côté du gouvernement et à la fois du côté des grévistes. Et on suivra tout ça, on aura sûrement l'occasion d'en reparler ensemble mardi prochain. On va passer à un autre sujet, c'est cet hommage qu'a rendu hier la France à ces soldats, ces 13 soldats tombés au Mali en combattant les djihadistes. Une cérémonie a eu lieu dans la cour des Invalides, présidée par Emmanuel Macron, le chef de l'État qui a remis aux soldats la Légion d'honneur à titre posthume. On va regarder les temps forts de cette cérémonie avec Samia Dechier. Au son des tambours, les soldats défunts sont entrés un à un dans la cour des Invalides, portés par leurs frères d'armes. 13 cercueils drapés de bleu, blanc, rouge, déposés en éventail. Le président de la République a dressé le portrait de chacun des 13 soldats morts au Mali. Le lieutenant Alex Maurice avait 30 ans. 2500 personnes ont assisté à la cérémonie dans la cour des Invalides. Familles, militaires, personnel politique, mais aussi des milliers d'anonymes, tous venus rendre hommage aux 13 soldats décorés de la Légion d'honneur à titre posthume. Je m'incline devant la douleur des familles, devant les parents qui pleurent un fils, les épouses, les compagnes qui perdent l'être aimé, devant les enfants que ce drame laisse orphelins, devant les enfants à naître dont cette guerre aura volé le père. Un hommage présidentiel mais aussi populaire,
Avant la cérémonie, des dizaines de personnes se sont recueillies sur le pont Alexandre III au passage des cercueils. Ce sont des frères, des fils, des enfants qui sont partis. On ressent beaucoup d'émotions, c'est comme si un peu de nous-mêmes était parti. Après la cérémonie, Emmanuel Macron a rencontré en privé les familles des victimes. Nathalie Moret, est-ce que le président de la République a su trouver les mots d'union, de rassemblement national ? Oui. Oui, il a eu un discours extrêmement fort, qui est d'ailleurs unanimement salué dans la classe politique. Malheureusement, ce n'est pas la première fois qu'il fait ça, c'est une habitude. Et en même temps, c'est une habitude, mais on ne s'y habitue pas. C'est vrai qu'hier, l'arrivée dans la cour des Invalides de ces 13 corps, leur départ, etc., c'était quelque chose d'extrêmement lourd. Et je trouve qu'effectivement, Emmanuel Macron, il a eu les mots justes pour expliquer la douleur, et la douleur commune, effectivement, qui s'est exprimée hier. Oui, il a été bon. Alors, on était dans un temps d'hommage, un temps de recueillement, et Jean-Luc Mélenchon a remis le débat sur le terrain politique en posant la question de la présence des soldats au Sahel. Est-ce qu'il faut, oui ou non, les ramener à la maison? C'est le titre de sa tribune. Est-ce que c'était opportun de poser ce débat à ce moment-là, Yves Tréhard? Écoutez, il est homme politique, il sait ce qu'il fait, c'est un patron de parti. Après tout, pourquoi pas, il faut se poser la question de toute manière, et la question, elle ne peut avoir qu'une réponse selon moi, c'est un terrain que je connais assez bien. Il faut évidemment que la France soit là-bas, parce que sinon, encore une fois, ça deviendrait une espèce de no man's land livré, pas uniquement aux terroristes, d'ailleurs aux brigands, hein, ça c'est bien antérieur aux terroristes, c'est une terre, le Sahel, que quand vous la traversez, vous êtes en insécurité complète. Depuis le sud algérien jusqu'au nord ivoirien. Et donc, évidemment qu'il faut que la France soit là. Si la France n'était pas là, eh bien, ça serait une catastrophe. Le problème, c'est que la France est seule. Et il est là le sujet. Et que la France, elle doit être aidée ou militairement. C'est pas possible, puisqu'il n'y a pas d'armée qui sont à la hauteur en Europe, à part les Britanniques, mais qui s'occupent, eux, de l'Afrique de l'Est. Il faut le rappeler quand même, hein, l'Afrique australe. Ou financièrement. Et c'est là où, financièrement, il faut impérativement que nos voisins européens, pas tous, parce qu'ils n'ont pas tous les moyens, mais en tous les cas, les Allemands, en tous les cas, viennent en appui des Français, parce que c'est tout à fait insuffisant. Il faut que ça soit une charge qui soit partagée. Et puis, évidemment, il faut qu'on arrive à collaborer davantage avec les armées africaines, qui sont des armées souvent exsangues, il ne faut pas se raconter l'histoire. Burkina Faso, en plus ce sont des armées qui sont divisées pour certaines d'entre elles, c'est-à-dire où il n'y a pas une unité de commandement très forte. Donc la question peut se poser, mais la réponse est toute trouvée. Voilà. Merci, Monsieur Mélenchon. Et vous publiez dans la lettre de l'expansion un sondage exclusif, IFOP, la lettre de l'expansion, Pierre Dumazeau, sur les Français qui soutiennent massivement cette intervention au Mali. Oui, c'est notre sondage qu'on publie cette semaine avec l'IFOP, où 6 Français sur 10, donc 58% dans le détail, soutiennent l'intervention militaire française au Mali. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a fait le parallèle avec des premiers chiffres qui datent de 2013. Et l'IFOP avait déjà posé cette question, et on s'aperçoit que c'était à peu près de l'ordre de 60%, entre 58 et 61. Donc le niveau n'a absolument pas baissé, malgré la longévité de l'intervention, malgré la difficulté de l'intervention, parce qu'on a perdu beaucoup de soldats. Et donc, politiquement, Emmanuel Macron n'aura pas de bataille de l'opinion à mener. C'est ça que révèle également ce sondage, c'est que le chef de l'État a, pour le coup, le soutien plein et entier de la population, donc 6 Français sur 10 qui soutiennent cette intervention militaire. Et c'est à lire cette semaine dans la lettre de l'expansion. On va continuer, puisque c'est dans ce contexte que s'ouvre aujourd'hui à Londres le sommet de l'OTAN. Emmanuel Macron s'y rendra. Emmanuel Macron qui a mis un coup de pied dans la fourmilière en disant que l'OTAN était en état de mort cérébrale. Et les présidents et l'OTAN, c'est justement le thème de votre chronique archive, Alex, cette semaine. Et Alex, vous allez donc parler des présidents et l'OTAN, et plus particulièrement de Nicolas Sarkozy. Et oui, Nicolas Sarkozy, l'Américain. Il y avait une espèce d'histoire d'amour entre le président français et les États-Unis. On va d'ailleurs commencer en musique.
Et oui, c'était une autre époque. Hein. C'est l'époque des. Non, je ne chante pas. C'est l'époque des jogging de Nicolas Sarkozy avec le t-shirt de la police de New York. Et en 2008, il prend une décision forte de lien avec les États-Unis et l'Alliance Atlantique. Il renforce la présence de la France dans la guerre en Afghanistan aux côtés des Américains de l'OTAN. Il l'annonce devant le Parlement britannique en 2008. Regardez. La France a proposé à ses alliés de l'Alliance Atlantique une stratégie pour permettre au peuple afghan et à son gouvernement légitime de construire la paix. Si ces propositions sont acceptées, la France proposera lors du sommet de Bucarest de renforcer sa présence militaire. Nous ne pouvons pas accepter un retour des talibans et d'Al-Qaïda à Kaboul. La défaite nous est interdite, même si la victoire est difficile. Autre temps fort de cette belle histoire entre Nicolas Sarkozy et l'Alliance Atlantique, le retour de la France au sein du commandement militaire intégré de l'OTAN, un commandement militaire que la France avait quitté en 1966 sur une décision du général de Gaulle. Et ce retour de la France dans l'OTAN, il a divisé à l'époque la classe politique française, c'était en 2009, regardez. Cette décision de Nicolas Sarkozy marque-t-elle la fin de l'indépendance de la France ? La politique de la France en matière étrangère, ça a toujours été celle de l'indépendance, de la liberté. Ça continuera à être celle de l'indépendance et de la liberté. On ne peut jamais être désespéré de l'indépendance de la France, mais disons que ce sera plus difficile. Nous aurons donné des signaux contraires. Le retour dans l'OTAN ne fait pas consensus. La droite est plutôt pour, la gauche plutôt contre. En 1966, lors du départ de la France de l'OTAN, c'était le contraire. La France réintègre l'OTAN avec Nicolas Sarkozy, mais 2 ans plus tard, le président français décide de vendre des bateaux militaires à la Russie, les fameux navires Mistral, les BPC. Et vous allez le voir, il assume complètement cette décision, c'était en 2011. Regardez. La Russie est un grand pays avec des matières premières. L'Europe a beaucoup de technologies, nous avons tout à construire ensemble. Enfin, quand nous avons vu avec M. Juppé à Lisbonne, le président des États-Unis et le président de la Russie au sommet de l'OTAN, on s'est dit « Ah, enfin !» Le mur de Berlin est tombé, la guerre froide c'est fini. Mais non, si la Russie sont des alliés, au nom de quoi ne pas leur vendre un bateau? Et vous croyez que c'est avec les 4 BPC qui vont partir envahir qui d'ailleurs? Mais des bateaux pas si anodins, puisque quelques années plus tard, François Hollande annulera la vente de ces bateaux Mistral à Vladimir Poutine. Merci Alex pour ces archives. Yves Tréhard, c'est président de la République et l'OTAN, c'est une longue histoire finalement. Oui, c'est une histoire compliquée. On retiendra quand même le discours de Nicolas Sarkozy sur l'Afghanistan. On a une obligation de résultat, vous avez vu ce que ça donne, c'est-à-dire que les talibans sont encore à Kaboul, avec lesquels d'ailleurs les Américains, puisque c'est une création des Américains, les talibans, avec lesquels les Américains essayent de négocier aujourd'hui justement pour acheter cette paix. Enfin, pour dire que l'Afghanistan est un chaos total et que c'est un échec complet, cette histoire. Après, la France et l'OTAN, c'est une histoire qui est, je dirais, gaulienne. Pourquoi? Parce que le général de Gaulle a toujours été très attaché à l'indépendance de la France. Et si d'ailleurs on a l'arme nucléaire et si on a été aussi développé sur le plan militaire, c'est grâce au général de Gaulle qui avait pensé à la chose militaire, bien évidemment, ancien général depuis très longtemps. Je vous rappelle qu'il a écrit Le fil de l'épée dans les années 20 et qu'il avait notamment plaidé pour une armée de métier très tôt. Justement pour dire que la France n'était pas prête pour la guerre de 40. Donc il avait une idée évidemment très précise de l'armée. Il était absolument pas atlantiste, le président de la République française, puisqu'il était jaloux de l'indépendance de la France. Et je dirais que le débat politique s'est toujours structuré autour de ça après, avec une droite qui était divisée entre des centristes qui sont plutôt atlantistes et une droite qui est plutôt gaulienne. Et on voit que ça s'est inversé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est Emmanuel Macron qui défend une position qui n'est pas atlantiste du tout et qui est plutôt pro-Moscou. Il est assez particulier de ce point de vue. Et une gauche qui est divisée aussi, mais une gauche qui est davantage atlantiste que la France. M. Chevènement est une exception à gauche.
Il faut le savoir. Normalement, la gauche et les socialistes sont davantage atlantistes. Bon, tout ça pour dire qu'aujourd'hui, le débat existe toujours, mais il est quand même beaucoup moins virulent que par le passé. Ce qui est le débat aujourd'hui sur l'OTAN, c'est de savoir si l'OTAN est encore efficace et si l'OTAN peut travailler avec un président américain qui ne veut absolument pas parler de multilatéralisme et qui est, je dirais, qui ne veut plus être le parapluie et le gendarme de l'Europe et le parapluie du monde, et puis un allié à l'intérieur de l'OTAN qui s'appelle Erdogan, et qui ne joue absolument pas le jeu, puisque sur certains théâtres d'opération, comme en Syrie, il est face, justement, aux forces de l'OTAN. En tous les cas, face aux Français. Donc, il y a une espèce d'illogisme qui est assez prégnant actuellement dans notre... à l'intérieur de l'organisation du traité de l'Atlantique. Ça promet une bonne ambiance au 70e anniversaire à Buckingham Palace. Hein. Voilà, ça promet, on suivra ça ce soir. On va reparler de l'OTAN en regardant vos unes, puisque c'est la une du Figaro. Mais d'abord, on va regarder ensemble la une de vos journaux régionaux avec Alex Foussard. Et Alex, on commence avec Nice Matin et ses intempéries. Et oui, très belle image en une de Nice Matin pour montrer les habitants dévastés par ces intempéries qui ont frappé lourdement les départements des Alpes-Maritimes et du Var. Et il est l'heure maintenant de faire le bilan des dégâts marqués par ces intempéries qui ont frappé les départements à 2 reprises sur 8 jours. Et au total, il y a eu 12 personnes décédées après ces inondations. Effectivement, photo très forte. La une de Nice Matin, les intempéries, également la une de la Provence, bien sûr. Et oui, la Provence qui rend hommage à ses héros, les 3 secouristes morts dans la nuit de dimanche à lundi, dans un accident d'hélicoptère, alors qu'ils devaient effectuer une reconnaissance, notamment sur ces intempéries, près de Marseille. Et la Provence dresse le portrait de ces 3 sauveteurs tués dans le crash d'un hélicoptère. Jean Garat et Michel Escalin, 2 membres de la sécurité civile, reconnus comme 2 professionnels aguerris. La Provence qui fait également le portrait du troisième secouriste Norbert Savornin, sapeur-pompier des Bouches-du-Rhône, avec cette phrase de son frère après le drame: « On a toujours eu peur que cela arrive et c'est arrivé, c'est un véritable héros ». Un autre sujet à la une de Ouest France, c'est la COP. Et oui, le début de la COP25, sommet sur le climat qui se tient en ce moment à Madrid. Et l'Europe veut jouer les locomotives de la lutte contre le réchauffement climatique. Et puis également locomotive pour atteindre les objectifs de la COP21, de l'accord de Paris en 2015. Et sur ce sujet du climat, il y a un reportage très intéressant à lire dans Ouest France où on parle des poissons issus qui luttent contre le réchauffement climatique et qui essayent de monter au nord. Et on a par exemple au Liban des pêcheurs libanais qui pêchent des poissons, des crabes, des calamars venus d'Asie, des poissons qu'ils n'ont jamais vus et qui dérèglent complètement l'écosystème méditerranéen. Et on termine avec la Voix du Nord. La Voix du Nord qui fait le point sur cette grève du 5 décembre en faisant le point sur les différentes catégories professionnelles qui vont se mobiliser jeudi contre la réforme des retraites, les transports publics, les hôpitaux, les enseignants. Ce qu'ils ont prévu, c'est le point dans La Voix du Nord. Merci beaucoup Alex, on va regarder vos unes. Il nous reste malheureusement très peu de temps. La une du Figaro, Yves Tréhard, on le disait, autant un sommet sur fond de crise et de division. Oui, qui revient sur ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire les bisbilles qui sont plus que des bisbilles entre Erdogan, Trump et Macron. Et c'est à lire dans le Figaro. La lettre de l'expansion, en plus de ce sondage dont on a parlé sur les Français qui soutiennent massivement l'intervention militaire au Mali, votre édito, Pierre, le courage de servir. Oui, évidemment en hommage à la cérémonie et l'hommage national d'hier et à nos 13 soldats tombés pour nous protéger. Ouais. Et pour les journaux du groupe EBRA, Nathalie, on va regarder la une des dernières nouvelles d'Alsace, elle aussi consacrée à l'OTAN. Oui, comme le Figaro, on fait un grand dossier sur l'OTAN et on se pose la question de savoir est-ce que l'OTAN a encore un avenir ? Eh bien, merci. À la une des DNA, on va quand même souligner ce très beau jeu de mots sur la journée de Ligue 1 qui a lieu ce soir. Ne pas rester en rade à Brest, voilà, c'est pour Strasbourg.
Ça, on vous laisse faire la suite, Nathalie. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, d'avoir participé à ce club. On vous retrouve la semaine prochaine, mardi prochain, avec plaisir. C'est la fin de cette émission. À 17h30, vous avez rendez-vous avec Rebecca Fitoussi pour Allons plus loin. Nous, on se retrouve demain. L'invité politique, ce sera Laurent Hénard, le maire de Nancy, président du mouvement radical. On vous attend donc demain. On vous souhaite une très bonne journée sur Public Sénat. La Mutuelle nationale territoriale, la mutuelle des agents des services publics locaux, vous a présenté le Club des territoires. Engie, acteur engagé dans la transition zéro carbone des régions, vous a présenté le Club des territoires.